L'aube s'insinua discrètement, peignant les murs de la chambre d'une pâle lumière jaune. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Chloé s'étira et sortit du lit à contre-cœur. La journée s'annonçait difficile, une audience au tribunal concernant le litige successoral de feu son père, que son ex-mari tentait de s'approprier. Ils avaient divorcé 6 mois plus tôt et maintenant, ils se retrouvaient à nouveau, contraints de régler quelque chose sous les arches austères du tribunal de la ville. Chloé jeta un coup d'œil au miroir. La femme qui la fixait en retour était quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Travailler comme agent de service à la morgue avait laissé des séquelles, surtout pour d'anciens médecins habitués à la propreté stérile des blocs opératoires et aux regards admiratifs de leurs collègues. Où était la Chloé Cooper confiante et déterminée, celle admirée par les patients et enviée par ses pairs, celle qui pouvait rester des heures debout à la table d'opération, sauvant des vies? Désormais, Chloé déplaçait des corps à la morgue, enregistrait les causes de décès et lavait les sols dans un lieu où la mort était le seul fait indéniable. Et tout cela à cause de Lucas Wright, le chef de service qui, avant de prendre sa retraite, avait décidé de masquer ses manigances en utilisant son nom. Pendant des années, il avait profité de sa position pour louer des chambres privées au sein du service, et toute la paperasserie avait été faite au nom de Chloé. Elle lui avait fait confiance, croyant en lui comme en un père. Le résultat, la perte de sa licence médicale, une réputation ternie et une marque criminelle qu'elle ne pourrait jamais effacer. Chloé ouvrit l'armoire, choisissant une tenue pour le tribunal. Que devait-elle porter? Qu'est-ce qui pourrait faire impression sur le juge entre les mains duquel reposait son avenir? Un tailleur strict? Pas tout à fait l'occasion. Un style jeune? Trop faux. D'ailleurs, elle n'était plus si jeune. 32 ans, mais à l'intérieur, elle se sentait bien plus vieille. Finalement, Chloé opta pour une modeste robe grise arrivant aux genoux et une veste noire stricte. Maquillage minimal, cheveux relevés en un chignon désordonné. Elle voulait paraître respectable, mais pas trop ostentatoire. Alors que Chloé buvait un café fort, essayant de se réveiller, la conversation de la veille avec l'avocat revenait sans cesse dans son esprit. Chloé, vous devez comprendre, vos chances sont minces. Albert est sérieux, il a un excellent avocat et il est prêt à aller jusqu'au bout pour prendre votre héritage. Mais il sait très bien que mon père a construit cette maison d'hôte avec l'argent durement gagné de son travail, avait argumenté Chloé, désespérée. C'est vrai, mais Albert prétend avoir prêté de l'argent à votre père, malheureusement, il a des preuves indirectes, des relevés bancaires, des virements, bien que pas directement à Marc, mais à son fournisseur de matériaux de construction. C'est un mensonge, il a tout manigancé. Chloé sentit une boule lui monter à la gorge. Je comprends ce que vous ressentez, continua l'avocat, mais au tribunal, ce sont les faits qui comptent, et malheureusement, ils ne plaident pas en notre faveur. Secouant ses souvenirs, Chloé quitta la maison, inspira l'air frais du matin et se dirigea vers l'arrêt de bus. Le bus était bondé de gens se hâtant vers leur travail. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville s'éveiller. Les gratte-ciels gris défilaient, les visages moroses des passants et les enseignes lumineuses des magasins. Le palais de justice l'accueillit avec une grandeur froide. Au plafond, colonnes de marbre, garde au visage sévère. Tout ici inspirait le respect et le sentiment de l'importance de ce qui se passait. Elle passa le détecteur de métaux, montra son passeport et monta au 2e étage où se trouvait la salle d'audience de son affaire. Il n'y avait pas grand monde, quelques avocats en costume coûteux conversaient nerveusement entre eux, quelques visiteurs anxieux feuilletaient des papiers, et une femme seule, un foulard sur la tête, murmurait une prière. Chloé s'assit sur un banc dans un coin, essayant de ne pas attirer l'attention. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites. Elle tenta de se calmer, ferma les yeux et prit une profonde inspiration, mais en vain. Les mots de l'avocat résonnaient dans son esprit, ses chances minces, les faits pas en leur faveur. Chloé frissonna et jeta un coup d'œil autour d'elle. Albert était assis à quelques mètres, sa main posée audacieusement sur le genou de Natalia, sa nouvelle petite amie, la maîtresse Britney. Chloé détourna rapidement le regard, embarrassée. Hier encore, il lui jurait un amour éternel, promettant de partager joie et peine, et aujourd'hui, le voilà au tribunal, essayant de lui prendre son dernier bien, le souvenir de son père incarné dans cette petite maison d'hôte près de la forêt. Eh bien, Chloé, traîna-t-il d'une voix mielleuse, venue admirer ta défaite. Elle resta silencieuse, s'efforçant de ne pas céder à la provocation. Maintenant, tu n'es plus médecin, mais femme de ménage à la morgue, ricana Albert sans retenue, un piètre spectacle. J'étais fier de toi, Albert. Ne perds pas ton temps avec cette ratée,
minauda Britney d'une voix langoureuse. Non, non, laisse-la écouter, l'homme fit un geste dédaigneux. Elle a besoin d'entendre la vérité. Tu pensais que je te laisserais partir sans rien? Tu te trompais. Je vais prendre tout ce qui m'appartient. Cette maison a été construite par mon père. Chloé ne put finalement se retenir. Tu n'as rien à voir avec ça. Oh, comme tu te trompes, son ex-mari eut un sourire narquois. Ton père était un homme bon, mais un mauvais homme d'affaires. Je l'ai aidé, j'ai investi de l'argent dans ce trou à touristes, et maintenant, je veux juste récupérer mes investissements. Tu es un menteur. On verra bien ça, déclara Albert avec assurance. Bientôt, ton héritage sera à moi. Il resserra son étreinte autour de Britney, avec un regard méprisant, se dirigea vers l'autre bout du couloir. Chloé resta assise sur le banc, sentant la fureur et le désespoir bouillir en elle. À ce moment, son avocat s'approcha. Chloé, c'est l'heure. Essayez de rester calme et de répondre aux questions clairement et avec assurance. Elle hocha la tête, se leva et suivit l'avocat. Au centre de la pièce se trouvait le siège du juge, où une femme en robe noire était assise, l'expression sévère. De chaque côté se trouvaient les tables des avocats, où Albert et son conseil étaient déjà installés. Chloé prit place à côté de son avocat, sentant des dizaines de regards posés sur elle, compatissants, jugeurs, curieux. La juge annonça l'ouverture de la session. Les avocats se présentèrent et les témoignages commencèrent. Albert fut le premier appelé. Il parla avec assurance et conviction, racontant à la cour comment il avait aidé Marc, investi de l'argent dans la construction de la maison d'hôte et cru en son rêve. Entraîné par son avocat, Albert se dépeignit comme un mari et un gendre attentionné, toujours prêt à donner un coup de main. Chloé l'écoutait en silence, sentant la colère monter en elle. Comment pouvait-il mentir ainsi? Finalement, ce fut son tour de témoigner. Chloé se dirigea vers la barre des témoins, sentant ses genoux trembler. « Votre honneur », commença-t-elle, essayant de paraître confiante, « tout ce que mon ex-mari a dit est un mensonge éhonté. Mon père a construit cette maison avec son propre argent. Il a travaillé toute sa vie pour réaliser son rêve, construire une maison d'hôte près de la forêt pour les touristes. » Un murmure de mécontentement parcourut la salle. « Albert veut me prendre la dernière chose qu'il me reste, le souvenir de mon père, » termina Chloé. « Je ne le laisserai pas faire. » Immédiatement après, l'avocat d'Albert commença à lui poser des questions pièges, essayant de la dérouter et de la dépeindre sous un jour négatif. Il l'interrogea sur son travail, sa relation avec son père, sa situation financière, tout cela pour prouver que Chloé ne s'était pas souciée de son parent et ne méritait pas l'héritage. Après tous les interrogatoires, la juge annonça une suspension pour examiner les preuves présentées. Chloé sentit qu'elle avait perdu et qu'Albert allait tout prendre ce qui lui était si cher. Finalement, la juge retourna dans la salle d'audience et annonça sa décision. Après avoir examiné toutes les preuves présentées et écouté les témoignages, le tribunal a conclu que les demandes du plaignant. Elle marqua une pause, sont fondées. Chloé sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Comment cela était-il possible? Le tribunal a statué de transférer la propriété de la maison située à... Continua la juge, mais Chloé n'entendait presque plus ces mots. Le monde devint flou devant ses yeux. La maison construite par son père appartenait désormais officiellement à Albert Sanchez. Chloé n'entendit plus les mots de la juge après cela. Un bourdonnement emplit ses oreilles et tout devint noir. Elle sentit comme si tout en elle se déchirait de douleur et de désespoir. Cependant, le tribunal accorde à la défenderesse, Chloé Cooper. La juge marqua une nouvelle pause, 1 mois pour faire appel de la décision. Pendant cette période, elle pourra continuer à résider dans la maison d'hôte de son père. La juge frappa de son marteau et déclara la session close. Chloé resta assise, incapable de se lever sous le choc qu'elle venait de subir. Albert s'approcha d'elle, rayonnant de joie. « Eh bien, Chloé, dit-il d'un ton moqueur en regardant son ex-femme, félicitations pour ta défaite. Tu as perdu. Maintenant, la maison est à moi. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de tristesse. « Tu penses que je vais abandonner? Si tu le crois, tu te trompes lourdement. Je me battrai jusqu'au bout et je prouverai que tu es un menteur et un escroc. » « Vas-y, ricana Albert, mais je doute que tu arrives à quoi que ce soit. Tu n'as pas d'argent, pas de relations, pas de soutien. Tu es seul contre tous. » D'un regard froid, Chloé regarda son ex-mari s'éloigner, puis soupira profondément. Quoi qu'il en soit, son travail n'était pas annulé, ses tâches d'agent de service à la morgue,
personne ne les ferait à sa place. En quittant le palais de justice, elle ignora le bus qui passait et décida de marcher. Si elle était en retard pour son service, elle pourrait rester plus tard, ce n'était pas la première fois. Chloé marchait dans la rue, et dans son esprit, comme une vieille pellicule de film, défilaient des scènes de sa vie passée, une vie qui semblait si heureuse et si lointaine. Elle avait eu de la chance avec ses parents. Marc, son père, était un touche-à-tout, ingénieur dans une usine, il pouvait tout réparer, d'une prise cassée à une vieille Ford. Et le soir, après le travail, il prenait son rabot et son ciseau et transformait des morceaux de bois en créations étonnantes. Sa mère, Gwen, était l'âme de toutes les fêtes. Travaillant comme cuisinière dans une cafétéria locale, elle savait nourrir non seulement le personnel, mais aussi tous les enfants du quartier. Ses tourtes aux choux et ses pâtisseries au fromage blanc étaient considérées comme une véritable légende dans leur voisinage. Chloé, fermant brièvement les yeux, essayait de retenir ces images fugaces. La voilà, petite fille, assise sur les genoux de son père, écoutant ses histoires sur des pays lointains. Dans la scène suivante, elle est dans la cuisine, faisant des raviolis avec sa mère, riant et se couvrant mutuellement de farine. Mais le souvenir le plus vif était le terrible incident survenu au début de ses années d'école. À l'époque, Chloé poursuivait un chiot qui était tombé dans une bouche d'égout ouverte. Sans réfléchir, elle sauta à sa suite. Le chiot fut sauvé, mais la fillette se cogna violemment la tête. Dès lors, elle développa un bégaiement. Chaque mot sortait avec difficulté, comme s'il fallait l'arracher avec des pinces. Chloé la bègue, cette insulte blessante la suivait partout. Ses camarades de classe riaient, la montraient du doigt, et Chloé sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle se cachait de tout le monde, craignant de dire un seul mot. Au fond d'elle, elle se sentait comme une paria, se cachant dans l'évier de sa propre peur. Ses parents l'emmenèrent chez des orthophonistes, mais ils se contentèrent de hausser les épaules, disant que c'était psychosomatique. Chloé avait déjà perdu tout espoir lorsque son père, en désespoir de cause, suggéra d'aller voir une voyante. « Tu ne dois pas abandonner, ma fille. Nous devons tout essayer, dit Marc. » La voyante vivait à la périphérie de la ville, dans une petite maison tordue. Chloé se souvenait de son visage ridé, de son regard perçant et de l'odeur âcre d'herbe qui emplissait l'air. Baba Miranda fixa longuement la jeune fille, murmurant quelque chose, agitant les mains au-dessus de sa tête, puis dit soudain, « Ta peur vit dans le passé. Ce n'est pas l'obscurité de la bouche d'égout qui t'a effrayé, mais la solitude. Tu t'es sentie abandonnée, non désirée. » Chloé était stupéfaite. Comment la vieille femme pouvait-elle savoir cela? Ce jour-là, la voyante lui donna une sorte d'amulette, lut un sortilège et dit, « N'aie plus peur. Ne reviens plus me voir. Tu es forte maintenant, tu te débrouilleras toute seule. » Après avoir quitté la maison de Baba Miranda, Chloé regarda l'amulette suspendue à son cou et sourit. C'était juste un noyau de pêche ordinaire avec un trou au milieu, à travers lequel passait une fine ficelle. Pourtant, elle sentit que quelque chose avait changé en elle à partir de ce moment. Quelle naïveté, cette gentille vieille dame. Un noyau de pêche qui pouvait guérir le bégaiement, ridicule, pensa Chloé en rentrant chez elle, la main de son père dans la sienne. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Progressivement, son bégaiement commença à s'estomper de lui-même, et bientôt, Chloé parlait librement et avec assurance. Elle commença à mieux réussir à l'école, gagnant confiance en elle. Et pourtant, elle gardait toujours le noyau de pêche à ce jour, le considérant comme son porte-bonheur. Baba Miranda était décédé depuis longtemps, mais son image restait à jamais gravée dans la mémoire de Chloé. La voyante l'avait-elle vraiment aidée, ou était-ce juste une coïncidence? Chloé ne connaissait pas la réponse, mais au fond d'elle, elle croyait que Baba Miranda n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. En tout cas, après cette rencontre, sa vie avait changé pour le mieux. Mais un souvenir la hantait encore, le bal de fin d'année. Chloé avait passé une semaine entière à choisir sa robe, s'était fait coiffer au salon et était nerveuse d'anticipation. Et puis Thomas, son premier amour, un lycéen en terminale, ne s'était tout simplement pas présenté. Elle l'avait attendu jusqu'à la fin de la soirée et avait appris plus tard qu'il avait quitté la ville sans prévenir personne. Chloé ressentit cette perte particulièrement profondément. C'était son premier vrai drame, un coup au cœur. Elle s'était à nouveau sentie abandonnée et non désirée. Après cela, elle ne put se défaire de ce sentiment pendant longtemps. Mais la vie continua. Elle obtint son diplôme avec mention et entra à l'université de médecine, rêvant de devenir chirurgienne et de sauver des vies. Elle étudia dur, sans ménager ses efforts, et puis son rêve devint réalité. Chloé devint médecin et travailla dans l'une des meilleures cliniques de la ville. Un peu plus tard,
Albert apparut dans sa vie, beau, charmant, sûr de lui, un jeune homme d'affaires. Ce jour-là, il avait amené à la clinique son employé qui s'était coupé la main sur du verre. Chloé lui prodigua rapidement les soins, recousit la plaie, et Albert ne la quitta plus des yeux. Après cela, il commença à la courtiser. Il lui offrait des fleurs, l'invitait au restaurant, l'emmenait en promenade. Chloé tomba amoureuse comme une écolière, aveuglée par son charme et son attention. Il lui semblait qu'elle avait enfin trouvé le bonheur. Quand Albert la demanda en mariage, Chloé accepta sans hésitation. Cependant, la rencontre avec ses parents fut le premier signe avant-coureur. Les parents de Chloé étaient des gens simples et humbles, tandis que ceux d'Albert semblaient venir d'un autre monde, raffinés, arrogants, habitués au luxe. Chloé se souvenait clairement comment sa future belle-mère avait regardé avec dédain la modeste robe de sa mère. « Qui est-ce ? As-tu vraiment amené cette Cendrillon dans un endroit respectable, Albert ? Es-tu complètement aveugle ? Elle vient d'une famille pauvre », avait chuchoté Isabella Leonadavna à son fils. À ce moment, le père d'Albert, Anthony, avait souri narquoisement et demandé à Marc son métier. « Ingénieur ? Eh bien, c'est louable, mais vous savez, nous sommes habitués à un autre niveau, » avait-il dit avec une expression comme s'il faisait une immense faveur en acceptant ce mariage. Chloé sentit ses joues brûler de honte. Elle voulait disparaître, s'évanouir. Mais Albert lui serra la main et dit « Ne les écoute pas. Je t'aime. » Après le dîner, il s'excusa. « Chloé, ne fais pas attention à eux, ils sont juste particuliers. Ce qui compte, c'est nos sentiments. » Et Chloé le crut. Le mariage fut somptueux, extravagant. Elle se sentait déplacée, mais essayait de ne pas le montrer. La jeune femme était heureuse, ou plutôt, essayait de s'en convaincre. Elle ne prit pas le nom de famille de son mari, et Albert n'insista pas. Mais ensuite, tout commença à s'effondrer. Le travail, l'argent, les ambitions d'Albert, tout commença progressivement à détruire leur relation. Albert passait de plus en plus de temps loin de la maison, Chloé se sentait de plus en plus seule. Il devint irritable, critique, lui reprochant de ne pas savoir se comporter en société et qualifiant ses parents de pecnos qui ne correspondaient pas à son statut. Comme par une malédiction, à cette période très difficile de sa vie, apparut Lucas Wright, le chef du service de chirurgie. C'était une figure respectée et influente. Il lui proposa de participer à une combine qui, selon lui, bénéficierait à la clinique. Chloé, naïve et confiante, accepta avec empressement, ne sachant pas que Lucas l'utilisait déjà pour ses sales affaires. Lorsque tout fut découvert, le chef de service avait déjà pris sa retraite et toute la faute retomba sur Chloé. Elle fut simplement renvoyée de son travail. Albert, à son tour, ne soutint pas sa femme et prétendit que c'était de sa faute, qu'elle aurait dû réfléchir attentivement avant de signer des documents. Bref, il tourna le dos à Chloé au moment le plus difficile, sans hésitation, prit ouvertement une maîtresse. Le divorce fut rapide, car Chloé savait alors presque tout de son mari. Peu de temps après, le père de Chloé décéda, l'homme qui avait rêvé toute sa vie d'ouvrir une petite maison d'hôte près de la forêt pour avoir un petit revenu passif. Après avoir attendu le délai requis, Albert se présenta au tribunal avec une plainte. Il affirmait que la maison que son père avait construite l'avait en fait été avec son argent et exigeait qu'elle soit reconnue comme sa propriété. Ces mots prononcés au tribunal résonnaient encore et encore dans la tête de Chloé. Elle marchait dans la rue, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait écrasée, humiliée, brisée. L'employé de la morgue avait l'impression que toute sa vie n'avait été qu'une série d'échecs et de déceptions. À cet instant, elle se souvint des mots de Baba Miranda, « Tu es forte maintenant, et tu te débrouilleras toute seule. » Chloé s'arrêta, essuya ses larmes. Et elle était vraiment forte. Elle avait survécu à tant de choses, elle survivrait à cela aussi, prouvant à son ex-mari qu'il avait tort. Avec cette pensée, Chloé entra dans le bâtiment de la morgue. L'air frais, parfumé au formol, lui effleura le visage, mais Chloé ne semblait pas sentir le froid. Elle soupira lourdement et se dirigea immédiatement vers le bureau du directeur pour recevoir ses instructions de travail pour la journée. Stephen Hall, un homme petit et grassouillet au regard triste, était assis à son bureau, triant des papiers. Il leva les yeux vers Chloé et lui fit signe de s'asseoir. « Oh, vous tombez à pic. J'ai une tâche pour vous. » Chloé s'assit en face de lui, attendant les instructions. Voilà le topo. Aujourd'hui, nous devons préparer un jeune homme pour l'enterrement. Apparemment, c'est une sorte d'avocat avec de l'argent et des relations. On dit que c'est le gendre du bâtonnier de l'ordre des avocats régional, un riche Hernandez.
Que s'est-il passé? Demanda Chloé avec inquiétude. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, son intérêt professionnel n'avait pas disparu. Son cœur s'est arrêté, répondit Stephen Hall, sur la plage, au bord de la rivière. Aucune autopsie ne sera pratiquée. Chloé fronça les sourcils. Pourquoi? Sa femme l'a demandé. C'est une dame très influente. Elle s'appelle Cassandra. Je vois, répondit sèchement Chloé. Elle soupçonnait que l'argent pouvait résoudre bien des choses, même quelque chose d'aussi obligatoire qu'une autopsie. Et encore une chose, continua Stephen Hall, la regardant droit dans les yeux. La femme du défunt a demandé à filmer le moment où vous aurez terminé les soins cosmétiques et fermé le couvercle du cercueil. Chloé fut décontenancée et regarda son patron avec surprise. Plaisantait-il? Filmer le défunt dans un cercueil? Pourquoi? Elle dit qu'elle veut garder un souvenir de son mari. Elle est en larmes, complètement dévastée. Chloé secoua la tête, sceptique. Tout cela semblait étrange et illogique. Stephen Hall, êtes-vous sûr que c'est la bonne chose à faire? Chloé, ne posez pas de questions inutiles, la coupa son patron. Vous savez ce que je pense de vous, mais c'est un ordre direct d'en haut. Si je refuse, j'aurai des problèmes. Et vous? Vous savez que ce n'est pas facile en ce moment. Elle soupira tristement. Il avait raison, cela ne servait à rien de discuter. Très bien, accepta Chloé. Quand commençons-nous? Dans environ 1 heure. Le corps est déjà dans la salle de dissection. La caméra y est aussi. Cassandra a prêté la sienne, une professionnelle. Chloé se leva de sa chaise. D'accord, j'y vais alors. Chloé, l'appela Stephen Hall. Essayez de ne penser à rien de mal. Vous devez vous concentrer sur votre travail maintenant. Elle hocha la tête et quitta le bureau. Elle se dirigea ensuite vers le local de rangement pour enfiler sa tenue de travail. Elle avait un peu de temps devant elle, elle pouvait donc d'abord désinfecter les outils pour l'expert, puis s'occuper de sa tâche principale. Bientôt, le pathologiste entra dans le bureau, un homme au cœur d'or. Bruce lui témoignait toujours de la sympathie et la soutenait en cas de besoin. J'étais chirurgien moi-même, Chloé. On disait que j'étais plutôt bon, en fait, dit soudain Bruce alors qu'elle commençait à nettoyer la table et les outils avec une solution spéciale. Chloé regarda le pathologiste avec intérêt, attendant qu'il continue. Ses yeux brillaient de larmes, et il enleva même ses lunettes pour les essuyer. Vous voyez, la vie est une chose compliquée. Aujourd'hui, vous pouvez être au sommet, et demain au plus bas, parmi les parias de la société. Tout est relatif, malheureusement. Chloé hocha la tête en signe d'accord. Qui, sinon elle, connaissait cette dure vérité? J'étais une personne complètement différente, continua le pathologiste. Mince, charismatique, je prenais soin de moi, je courais le matin et je veillais à ma santé. Ma femme, une beauté, ma fille, un spectacle à voir. À l'époque, je pensais que mes mains étaient littéralement en or. Quelle que soit l'opération que j'entreprenais, tout se passait bien et les patients s'amélioraient. N'importe quel conseil médical ou séminaire international, j'étais toujours en tête de liste. On m'avait déjà prédit un poste de chef de service quand la tragédie a frappé. Chloé se mordit la lèvre de douleur, sachant que Bruce allait dire quelque chose de vraiment terrible. Ma femme Tania et ma fille sont mortes dans un accident de voiture. Un SUV leur a foncé dessus, frontalement. Le conducteur était le fils ivre d'un type riche. L'ambulancier m'a dit tout de suite, aucune chance. Ma petite fille est morte sur le coup, mais ma femme s'est battue pendant encore 3 jours en soins intensifs. Puis elle a repris connaissance un instant, m'a saisi la main et a suivi notre fille. Le pathologiste sanglota. Une larme coula lentement sur la joue de Chloé. Comme il était douloureux d'entendre une telle histoire, quand la vie avait littéralement déraillé. Pendant ce temps, Bruce continua. Après les funérailles, c'est comme si on m'avait échangé. Surtout quand je choisissais le cercueil de ma fille. J'ai même perdu connaissance au funérarium, ils ont dû appeler une ambulance, mais j'ai repris mes esprits. L'étincelle dans mes yeux, cependant, avait disparu. Le travail s'est transformé en routine, mais c'est la chirurgie qui me tenait. Le responsable de l'accident a été condamné à 3 ans de prison. Il en a fait 1 et est sorti en liberté conditionnelle. C'était une époque trouble, les années 90. Ça ne semble pas très juste, dit Chloé avec prudence. C'est vrai. Le père a dû payer pour faire sortir son fils. Mais la leçon ne l'a pas aidé. 6 mois plus tard, il a eu un autre accident. Cette fois, cependant, c'est lui qui a été blessé. La voiture s'est littéralement enroulée autour d'un poteau.
Seul l'airbag l'a sauvé. On dit qu'à l'ambulance, le cœur du gosse de riche s'est arrêté 2 fois, mais les réanimateurs connaissaient leur métier. Ils ont sauvé le pauvre gars. Il avait une grave hémorragie. Comme par hasard, j'étais de garde en chirurgie ce jour-là. Pouvez-vous imaginer l'ironie du sort? Chloé se tendit instinctivement, craignant au fond d'elle ce que son collègue allait dire. Mais Bruce avait tellement envie de parler qu'il ne remarqua même pas les larmes qui coulaient sur ses joues. Je le regarde, allongé sur la table, et tout ce que je vois dans mon esprit, ce sont les tombes de ma fille et de ma femme. Je serre fermement le scalpel, et l'infirmière de bloc n'a aucune idée de qui il s'agit. Un patient n'est qu'un patient pour elle. Ils se ressemblent tous. Mais pas pour moi. Un frisson parcourut l'échine de Chloé. Quoi qu'il en soit, j'ai tout fait comme il se doit, je n'ai pas rompu le serment d'Hippocrate. J'ai commencé l'opération. La tension artérielle du patient était critique, son cœur battait à peine. L'infirmière secouait la tête. Elle a dit « C'est fini, laisse-le partir, Bruce ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai redémarré son cœur. La perte de sang était critique et un groupe sanguin rare était nécessaire. L'assistant était à nouveau en panique et j'ai retroussé ma manche et fait un signe de tête à l'infirmière. J'avais le bon groupe sanguin. Le pathologiste leva ses yeux remplis de larmes vers Chloé, se couvrit le visage de ses mains et murmura « Je l'ai sauvé ce jour-là. Je l'ai littéralement ramené du seuil de la mort. » Quand le médecin-chef l'a appris, il est immédiatement devenu gris. Il pensait qu'on m'emmènerait directement du bloc opératoire en prison. Mais j'ai rempli mon devoir médical, je n'ai pas trahi mes principes. Après l'opération, cependant, j'ai déclaré au conseil médical que je ne pouvais plus opérer. Vous savez, c'est comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai démissionné et raccroché ma blouse. J'ai erré pendant 6 mois, puis j'ai trouvé un travail ici, à la morgue. C'est plus calme pour moi ici. Et qu'est-il arrivé à ce gosse de riche? Chloé ne put se retenir, ayant fini de désinfecter et s'étant lavé les mains. Le pathologiste secoua la tête. Je ne sais même pas avec certitude. Son père m'a offert beaucoup d'argent plus tard, assez pour que je puisse vivre le reste de ma vie sans travailler. Mais je lui ai suggéré de faire un don à un orphelinat. Je n'ai pas besoin de cette richesse. Je vais juste au cimetière rendre visite à ma fille et à ma femme, m'asseoir sur un banc, leur raconter ma vie et partager les nouvelles. Chloé essuya une larme et, incapable de se retenir plus longtemps, serra son collègue plus âgé dans ses bras. Un instant plus tard, elle quitta la pièce et se dirigea vers la salle de préparation et de remise des corps aux proches des défunts. Là, dans le cercueil, sur un piédestal spécial, gisait un jeune homme d'environ 30 ans. Il semblait que les agents de service de nuit lui avaient facilité la tâche en l'habillant. Il avait des traits bien dessinés, des cheveux foncés et épais, et un corps solide, un type qui attirait toujours l'attention des femmes. C'était dommage qu'il soit si jeune et qu'il ait quitté ce monde si tôt. Chloé alluma la caméra installée sur un trépied contre le mur. Oui, c'était une professionnelle, avec de nombreux réglages. Cassandra n'avait clairement pas lésiné sur les moyens pour préserver le souvenir de son mari. Chloé s'approcha et se tendit. Il y avait quelque chose de subtilement familier dans l'apparence du défunt, mais quoi exactement? Son front haut et dégagé, ou la fossette sur son menton qu'elle avait vue quelque part auparavant. Ses lèvres tremblèrent traîtreusement, la sueur perla sur son front. Non, ce n'est pas possible. Ce doit être une erreur, ou une coïncidence tragique. Oh mon Dieu, c'est Thomas. Le même gars du bal de promo, celui qui avait disparu sans un mot. Et maintenant, il était allongé dans le cercueil, comme s'il dormait. Tout cela pouvait-il vraiment lui arriver, ici et maintenant? Chloé sentit les larmes couler sur ses joues. Le destin pouvait-il vraiment lui jouer un tour aussi cruel encore une fois? Ou peut-être était-ce juste une erreur? Chloé parcourut rapidement les documents d'accompagnement et eut un hoquet de surprise. C'était bien vrai. Thomas Wood, le garçon de sa jeunesse. Chloé s'essuya les yeux et le regarda de plus près. Quelque chose n'allait décidément pas. Mais quoi exactement? Sa peau trop rosée, ou son expression inhabituellement calme, trop vivante? Non, il ne ressemblait pas du tout à un mort. Chloé examina le corps. Il n'y avait pas de blessure visible, seulement une légère rougeur sur ses joues, inhabituelle pour un mort. Et puis elle remarqua 2 minuscules marques à peine visibles sur son poignet, comme des morsures ou des piqûres. À cet instant, une pensée folle traversa l'esprit de Chloé. Un serpent. Exactement, Thomas aurait pu être mordu par un serpent venimeux. Sans perdre une seconde, elle pressa ses doigts sur son cou, essayant de trouver un pouls. À peine perceptible, faible, presque imperceptible. Mais il est vivant.
Chloé expira, puis cria immédiatement, « Stephen Hall, venez ici. Il est vivant, vous entendez ?» Stephen Hall se précipita dans la pièce, suivi d'un pathologiste effrayé. « Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il » demanda le directeur avec anxiété. Chloé, d'une main tremblante, désigna Thomas allongé dans le cercueil. « Il est vivant. Son pouls est à peine détectable, mais il est là. Je pense que c'est une morsure de serpent. » Stephen Hall se figea, choqué. « Pas possible? Eh bien, je serai damné. Mais allez-y, Chloé, vous êtes médecin. » Elle décida de ne pas perdre de temps et commença à travailler avec Bruce. À cet instant, tout ce qu'on lui avait appris à l'université lui revint en mémoire, toutes les compétences qu'elle avait affinées au fil des années de pratique. « Rick, l'ambulancier, venez ici. Tenez sa tête. Thomas, nous avons besoin d'adrénaline et de tous les stimulants que nous avons. » Commanda Chloé, sans quitter Thomas des yeux. Avec le pathologiste, elle vérifia les voies respiratoires, lui dégagea la bouche du mucus, puis, remarquant que le pouls s'était à nouveau arrêté, elle commença les compressions thoraciques. 1, 2, 3, 4. Les minutes s'étiraient comme des heures. La pièce était remplie d'un silence de mort, interrompu seulement par le bruit rythmique des mains de Chloé sur la poitrine de Thomas. « Allez, respire, mon chéri, respire », murmura Chloé, comme si l'homme pouvait l'entendre. Bruce, pâle comme un linge, se tenait à proximité, tenant des seringues avec des médicaments. Chloé administra l'adrénaline et continua les compressions thoraciques. Aucun résultat. Tout était vain. Ils étaient trop tard, ils avaient remarqué une erreur trop tard. Et soudain, Thomas halta, ses paupières battirent. « Il y a un pouls !» s'exclama le pathologiste âgé. « Il y en a un, nous pensions. » Chloé sentit une vague de soulagement et d'espoir l'envahir. Elle continua à maintenir sa respiration et sa fonction cardiaque. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arriva. Les médecins entrèrent dans la pièce, s'arrêtant net, regardant autour d'eux avec stupeur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un d'eux avec surprise. « Nous le réanimons », répondit Chloé sans quitter Thomas des yeux. « On dirait qu'il a été mordu par un serpent venimeux. Nous avons besoin du sérum. » Les médecins évaluèrent rapidement la situation et se joignirent aux efforts de sauvetage. Ensemble, ils réussirent à stabiliser le pouls. Thomas fut déplacé sur un brancard et transporté à l'hôpital. La morgue fut remplie d'un silence vibrant. Stephen Hall regarda l'ambulancière avec admiration et dit doucement, « Vous l'avez sauvé. Vous êtes un vrai médecin, un don de Dieu. » Chloé s'assit sur une chaise, sentant ses genoux trembler. Elle était épuisée, mais en même temps heureuse. « Je dois appeler la femme du défunt, non, de celui qui est vivant maintenant. Comment s'appelle-t-elle ? » Cassandra, soupira Stephen Hall. « Je suis sûr qu'elle sera sous le choc. » Chloé sourit. Pour être honnête, elle était elle-même sous le choc. Ce n'était pas tous les jours qu'on devait sauver son premier amour tout en faisant un voyage involontaire dans le passé. Thomas serait surpris quand il découvrirait qu'il avait sauvé et pourquoi, toutes ces années auparavant, il n'était pas venu au bal de promo. Y avait-il eu des raisons sérieuses ? Vers la fin de son service, Cassandra arriva à la morgue. La femme de Thomas portait une robe noire moulante qui accentuait sa silhouette impeccable. Sur son visage, un masque de chagrin, mais dans ses yeux, Chloé ne vit que de l'irritation, pas de la douleur. « Êtes-vous Chloé Cooper ?» demanda froidement Cassandra, sans même la regarder. « Oui, c'est moi », répondit doucement Chloé, essuyant ses mains sur sa blouse de laboratoire froissée. Cassandra passa devant elle comme si Chloé était invisible, s'arrêtant près de la fenêtre. La femme se retourna. « Je suis venue vous remercier pour avoir ramené mon mari à la vie. » Il n'y avait aucune trace de gratitude dans sa voix. « Eh bien, c'est mon travail », répondit maladroitement Chloé, essayant de ne pas montrer sa nervosité. Cassandra eut un sourire narquois. Travailler comme agent de service à la morgue n'est pas exactement le travail le plus prestigieux pour un médecin, ne pensez-vous pas ? Chloé resta silencieuse. Elle n'avait pas envie d'expliquer à cette femme arrogante pourquoi exactement sa licence médicale avait été révoquée. Cassandra ouvrit son sac à main, en sortit une épaisse enveloppe en papier et la lui tendit. « Je veux vous remercier financièrement pour avoir sauvé mon mari. » « Merci, mais je ne prendrai pas l'argent. » Chloé secoua la tête. Les yeux de Cassandra se plissèrent de mécontentement. « Pourquoi ? Pensez-vous que la vie de mon mari vaut plus ? N'est-ce pas un peu déplacé de refuser ? » « Ce n'est pas ça, » répondit calmement Chloé. « Je ne peux tout simplement pas. » Cassandra fit la moue. « Vous êtes étrange. Mais comme vous voulez. »
Je pensais que vous auriez besoin d'argent. Après tout, puisque vous avez perdu votre licence, je suppose que vous êtes dans une situation difficile. Chloé sentit une vague de colère monter en elle. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Cassandra haussa les épaules. Dans notre ville, tout le monde sait tout, surtout sur les gens qui ont des ennuis. Elle eut un nouveau sourire narquois, puis inclina légèrement la tête et dit « En fait, je voulais vous demander quelque chose de spécifique à propos de Thomas. » « Et que voulez-vous savoir ?» demanda Chloé, sur ses gardes. « Pourquoi pensiez-vous que mon mari était vivant? Vous n'êtes pas pathologiste. » « J'ai vu une anomalie, » répondit Chloé. Sa peau était rose, et puis j'ai senti un pouls faible. De plus, il y avait des marques de morsure sur son poignet. « Des marques de morsure ?» répéta Cassandra en fronçant les sourcils. « Quel genre de morsure? » « Elles ressemblent à des morsures de serpent. En tout cas, je pense que Thomas aurait pu être empoisonné. » Cassandra resta silencieuse quelques secondes, comme si elle réfléchissait à quelque chose d'intéressant. « Très intéressant. N'êtes-vous pas heureuse d'avoir réussi ?» osa demander Chloé. Au lieu de répondre, la femme éclata de rire. « Bien sûr que je suis heureuse. C'est juste que ma vie avec Thomas n'a pas toujours été facile. Il s'est caché pendant longtemps et a dû vivre sous un autre nom. » « Caché de qui? » « Des gens à qui son père devait une énorme somme d'argent, » répondit Cassandra avec un sourire narquois. « Mon père a toujours été un joueur. Charles, que son âme repose en paix, a tout perdu aux cartes, même son propre fils. » Chloé regarda la femme d'affaires, stupéfaite. « Que voulez-vous dire par là? » « Je veux dire qu'après le lycée, Thomas était censé travailler pour les chefs de la pègre. Il allait rembourser les dettes de jeu de son père. D'abord comme coursier, larbin, apporte ceci, tant cela. C'était comme quelque chose sorti du Moyen-Âge. Heureusement, la mère de Thomas l'a convaincu et ils se sont enfuis 2 jours avant ses 18 ans. À cet instant, Chloé se souvint de cette soirée où le garçon ne s'était pas présenté et revécut la douleur et l'humiliation qu'elle avait ressentie face au regard moqueur de ses camarades de classe toutes ces années auparavant. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait pourquoi Thomas avait fait ce qu'il avait fait. Mon Dieu, perdre son propre fils, quel genre de scélérat son père devait-il être? Et pourtant, on ne l'aurait pas deviné en le regardant. Cependant, Chloé elle-même n'avait vu Charles que quelques fois, et encore, c'était bref. Thomas ne parlait jamais de son père et se refermait toujours dès qu'elle abordait le sujet des parents. « Votre mari ne voulait clairement pas de ce genre de vie, » murmura Chloé. « Personne ne le veut, » répondit Cassandra, sa voix s'adoucissant légèrement. « Mais parfois, il n'y a tout simplement pas le choix. Thomas s'est caché pendant longtemps, est resté caché pour que personne ne le trouve, a même changé de nom. »« Et vous saviez tout ça ?» demanda Chloé. « Bien sûr. Je l'ai épousé en connaissant son passé. Avec l'aide de mon père, j'ai tout fait pour protéger Thomas. Vous voyez, mon père est à la tête d'un cabinet d'avocats. Il a pris Thomas sous son aile quand il était jeune, après ses études de droit. Pouvez-vous imaginer, à l'époque, Thomas déchargeait des wagons de marchandises la nuit pour joindre les 2 bouts, tout en s'occupant de sa mère malade. Mais quand il a rejoint le cabinet d'avocats de mon père, Thomas s'est épanoui. L'argent est arrivé, une voiture de luxe, sa mère a été opérée. » Chloé détourna maladroitement le regard. « Dites-moi, si vous aimiez votre mari, pourquoi avez-vous décidé de le filmer dans le cercueil avec une caméra ?» demanda Chloé. « Ça ne colle pas vraiment. Des images cachées dans une morgue ne correspondent pas à l'idée d'aimer quelqu'un jusqu'à la tombe, désolé pour la tautologie. » Cassandra hésita un instant, ses yeux fuyant nerveusement, puis elle se reprit et répondit doucement, « Je ne voulais pas que le passé de mon mari refasse surface et j'avais prévu de l'enterrer dans un cercueil fermé. Il l'avait même précisé dans son testament, en cas de décès, je veux être enterré dans le cimetière de ma ville natale. J'avais même peur qu'on le poursuive après sa mort. Je savais que cela arriverait. Nous venions de commencer à vivre normalement, nous avions même trouvé un enfant à l'orphelinat. J'ai peur d'abîmer ma silhouette, donc je ne prévois pas d'avoir d'enfant. » Chloé se mordit la lèvre, luttant pour croire un mot de tout cela. Quelque chose dans les paroles de la femme riche ne collait pas. Thomas, dans la fleur de l'âge, avait soudainement écrit un testament. Mais pourquoi? Avait-il peur de quelque chose? Et si ce n'était pas juste un accident? Demanda Chloé. Cassandra la regarda avec dédain. Arrêtez d'inventer des bêtises. Thomas a juste mal nagé dans la rivière, son cœur s'est arrêté, une chute de température, ça arrive. Et ces petites taches sur sa main, juste une coïncidence, il a dû se blesser. Eh bien, des morsures de serpent? Commença Chloé,
c'est difficile de les confondre avec autre chose. Cassandra resta silencieuse un moment, puis, comme si elle laissait tomber son masque, elle ajouta sèchement, « Écoutez, Chloé, je ne sais pas exactement comment vous avez sauvé mon mari, mais je veux que vous oubliez tout ce qui s'est passé ici. Oubliez Thomas, ses morsures et tout le reste. Croyez-moi, c'est dans votre meilleur intérêt. » « Vous me menacez ?» demanda Chloé, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Cassandra eut un sourire narquois. « Pourquoi vous menacerais-je alors que mon père est à la tête d'un cabinet d'avocats? Je vous donne juste un conseil. Ne mettez pas votre nez dans des affaires qui ne vous regardent pas, surtout quand cela pourrait être dangereux. » Sur ces mots, Cassandra se retourna et quitta la morgue, laissant Chloé seule au milieu des murs froids et du silence déprimant. Bientôt, un pathologiste âgé s'approcha d'elle et lui toucha doucement la main. « Ne vous inquiétez pas, ne faites pas attention à cette petite chose, elle n'est rien de spécial. C'est son père qui mène la danse là-bas, et probablement l'avenir de Thomas aussi. J'ai le sentiment que ce jeune avocat n'a pas failli donner sa vie pour rien, comme ça. Son beau-père est impliqué dans tout. » La jeune infirmière soupira tristement mais ne continua pas une conversation aussi désagréable. Elle en avait eu assez pour une journée. Un procès raté le matin, puis la réanimation d'un mort, personne n'a la force ni les nerfs pour ça. Finalement, à la fin de son service, elle sortit. La lourde journée l'avait complètement épuisée. Ses jambes lui faisaient mal et sa tête bourdonnait de soucis. À cet instant, Chloé ne rêvait que d'une chose, arriver au plus vite à son appartement loué, prendre un bain chaud et tout oublier dans un profond sommeil. Mais à l'entrée, on l'attendait déjà. Albert et Britney se tenaient près de sa voiture, roucoulant comme deux tourtereaux. « Alors, comment ça va ?» demanda l'ex-mari d'un ton moqueur. « Que voulez-vous ?» demanda Chloé, fatiguée. « Nous sommes venus parler de l'héritage de ton père, » interrompit Britney. « Albert a déjà trouvé des acheteurs pour la maison d'hôte, alors il vaut mieux accepter nos conditions. »« Je ne vends rien, » répondit fermement Chloé. « Cette maison est un souvenir de mes parents. J'espère que vous comprenez que vous n'avez aucune chance de gagner au tribunal, » siffla méchamment son ex-mari. « Maintenant, tu n'es rien sans licence médicale et sans argent. »« Albert, je n'ai pas peur de toi, » répondit Chloé avec défi. « Et je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. »« Eh bien, on verra. Tu le regretteras, » menaça l'homme d'affaires en riant avec sa maîtresse. « Allez au diable » lança Chloé et entra dans l'immeuble. Après avoir rapidement dîné, elle prit un bain, allumant la télévision, s'allongea sur le canapé. Elle ne put s'endormir de toute la nuit. Les mots d'Albert résonnaient dans sa tête, « Tu n'es personne, une dégoûtante femme de ménage. » Était-ce vrai? Son ex-mari avait-il raison? Avait-elle vraiment tout perdu? Le lendemain matin, Chloé commença par une visite à l'avocat. Le jeune mais prometteur avocat, Vladimir, écouta son histoire avec attention et sympathie. « C'est une affaire compliquée, mais pas désespérée. Nous avons gagné des affaires plus difficiles, dit-il. Nous devons rassembler des preuves que votre père a construit la maison avec son propre argent. Ce ne sera pas facile, soupira Chloé. Tous les documents ont brûlé dans un incendie il y a quelques années. Alors nous devrons chercher d'autres options, dit Vladimir avec détermination. Mais je crois que nous pouvons prouver que vous avez raison. Après la rencontre avec l'avocat, Chloé se dirigea vers la morgue. À l'entrée, elle fut accueillie par Stephen Hall avec un sourire. « Vous avez la journée de congé aujourd'hui. »« Comment ça, un jour de congé ? J'ai vérifié le planning et il n'y avait rien, » dit-elle, surprise. « Il n'y était pas hier, mais aujourd'hui c'est un jour de congé. » Le patron sourit légèrement. « Je considère cela comme un cadeau pour ne pas avoir déshonoré l'honneur de l'établissement. » Chloé regarda le directeur avec suspicion. Qu'est-ce qui lui prenait? Il était comme un chat de Mars, rayonnant et parfumé. « À quoi pensez-vous » continua Stephen Hall. « C'est vrai, n'en doutez pas. Vous avez oublié d'éteindre la caméra cachée lorsque vous sauviez cet avocat hier. Elle a enregistré tous les efforts de réanimation du début à la fin. Et j'ai pris les images et les ai postées en ligne. Oh, si seulement vous pouviez voir le tollé que cela a provoqué. Oui, les gens ont écrit des milliers de commentaires vous soutenant. Ils ont dit, regardez comme les infirmières de notre morgue sont talentueuses. Elles auront bientôt un nouveau médecin aussi. L'administration de la ville a promis de nous sponsoriser pour une rénovation à cause de cela. Pouvez-vous imaginer? Les sponsors font déjà la queue, nouveau matériel, unité de réfrigération. » Les yeux de Chloé brillèrent de larmes. Avait-elle seulement pensé à la caméra ou à devenir célèbre lorsqu'elle sauvait Thomas hier?
Pendant ce temps, le directeur continua, « Vous savez, vous devriez rendre visite à cet avocat. J'ai entendu dire qu'il a repris ses esprits et veut vous voir. Alors pardonnez-moi, mais je lui ai tout raconté sur vous, que vous êtes son ancienne camarade de classe et tout ça. Désolé, mais votre conversation avec Cassandra a aussi été enregistrée, donc je pense qu'avoir de telles relations ne nous fera pas de mal. Qui sait, notre morgue pourrait finir avec un avocat de notre côté. Enfin, vous savez mieux que moi. Allez-y, tentez votre chance. » Chloé sourit et promit d'accéder à la demande de son patron. Son cœur fit un bond à l'idée de voir Thomas vivant et bien portant, au lieu d'être allongé dans un cercueil à la morgue. Bientôt, elle marchait dans le couloir de l'hôpital, se sentant comme une âme perdue. Ses nerfs étaient à vif, la peur de l'inconnu se mêlait à l'espoir et à l'anxiété dans son cœur. Comment Thomas réagirait-il à son apparition? Que dirait-il? Se souviendrait-il même d'elle? Finalement, elle rassembla son courage, s'approcha de la porte des soins intensifs et demanda à l'infirmière si elle pouvait rendre visite à Thomas Wood. L'infirmière la regarda avec curiosité. « Le patient vient de reprendre connaissance, mais si c'est pour un court instant, vous pouvez y aller. » Chloé entra dans la chambre, sentant ses jambes faiblir. Thomas était allongé dans son lit, connecté à des machines. Son visage était pâle et émacié, mais ses yeux, la regardaient avec la même chaleur et la même tendresse qu'il y a de nombreuses années. « Chloé » murmura-t-il en lui adressant un faible sourire. « Est-ce vraiment toi ?» Elle s'approcha et s'assit au bord du lit. « Thomas, je suis si contente que tu sois en vie. » Le jeune avocat tenta de lever la main et de lui toucher la joue. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Merci de m'avoir sauvé. » « Ne dis rien. Je n'aurais pas pu faire autrement. » Un silence s'installa. Les anciens amants se regardèrent comme s'ils essayaient de rattraper le temps perdu. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Chloé. « Quelqu'un a-t-il essayé de te tuer ?» Thomas soupira et ferma les yeux. Le père de Cassandra, un riche, le chef d'un cabinet d'avocats. Il m'a toujours détesté, pensait que j'étais indigne de sa fille. Mais je suis allé contre son choix. Il m'a pris sous son aile, j'ai été idiot d'accepter. Mais quand j'ai appris toutes les affaires louches de mon beau-père, j'ai décidé que j'en avais assez. Cassandra commençait juste une liaison avec son amant, alors j'ai demandé le divorce. Pourquoi voudrait-il te tuer? L'argent, le pouvoir. Il contrôle tous mes actifs. Après ma mort, tout irait à Lona et à lui des poussières. Heinrich a des relations partout. Il a obtenu une race rare de serpents d'Amérique du Sud. Les morsures de ce serpent imitent une crise cardiaque, personne n'aurait deviné. Il l'a glissé dans mon sac avec le matériel de pêche quand je suis allé à la rivière pour nager et pêcher. « Thomas, tu dois aller à la police, » murmura Chloé avec crainte. « Je sais, mais je ne suis pas sûr de savoir à qui je peux faire confiance. Heinrich a ses hommes partout. Alors je t'aiderai. » Thomas la regarda avec gratitude. « Merci, Chloé. Tu sembles être la seule en qui je puisse avoir confiance. Raconte-moi tout ce qui s'est passé après le diplôme. » Thomas soupira lourdement, puis commença à lui raconter les dettes de son père, les années passées en fuite, le mariage, la peur constante et la pression de son influx beau-père. Chloé écoutait sans l'interrompre, le cœur serré. Elle n'arrivait pas à croire que son amour avait enduré tant de souffrances. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Chloé, » conclut-il. « Tu étais et tu es mon seul véritable amour. Je ne voulais tout simplement pas revenir dans ta vie après toutes ces années, j'avais peur de tout gâcher à nouveau, comme je l'ai fait ce jour-là au bal de promo. Mais je divorce de Cassandra. » Chloé pleura et serra Thomas dans ses bras, pressant tout son corps contre le sien. « Je t'aime aussi. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, savourant ce moment de proximité. C'était comme si tout le mal était derrière eux et qu'un avenir infini et sans nuages les attendait. Chloé sourit, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vraiment heureuse. Même l'infirmière qui entra ne put briser l'idylle dans son cœur. Plusieurs semaines passèrent. Thomas se rétablissait. Chloé était toujours à ses côtés, le soutenant, l'aidant en tout. En même temps, elle se préparait à faire appel de la décision du tribunal concernant l'héritage. Albert continuait de faire pression sur elle, la menaçant et l'insultant, mais Chloé ne baissa pas les bras. Elle avait maintenant le soutien de Thomas, qui lui avait promis de l'aider au tribunal. Le jour de l'audience arriva. Chloé se tenait dans la salle d'audience, sentant ses mains trembler de nervosité, tout comme de nombreuses années auparavant, avant sa première opération au service de chirurgie. Albert était assis là, exsudant la confiance et l'autosatisfaction. «
À côté de lui était assise Britney, regardant Chloé avec un mépris manifeste. Thomas, malgré sa récente maladie, se tenait à la droite de Chloé. Sa simple présence dans la salle d'audience lui donnait la force et la confiance dont elle avait besoin. Thomas parla le premier et expliqua que Chloé était une personne honnête et décente, et que son ex-mari tentait illégalement de s'emparer de son héritage. Il fournit à la cour des copies de chèques et de relevés bancaires prouvant que Mark avait construit la maison avec son propre argent. Comment il avait réussi à obtenir ces copies, personne ne le savait. Il semblait qu'il avait visité les entreprises et restauré les documents, mais c'était la spécialité de Thomas en tant qu'avocat, aucun vice de procédure. Honorable cour, dit-il en regardant directement dans les yeux de la juge, Albert essaie d'exploiter la faiblesse de Chloé et sa position actuelle. Il croit que son ex-femme ne peut pas se défendre. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Ma cliente est une femme forte et courageuse, et elle mérite une décision juste. Albert tenta d'interrompre, mais la juge lui fit signe de se taire. Après de longues délibérations, la juge se retira pour une réunion privée. La salle d'audience fut remplie d'un silence tendu alors que tout le monde attendait la décision. Finalement, la juge revint et lut le verdict. Le tribunal a statué, les demandes du plaignant sont rejetées. La maison et le terrain restent la propriété de la défenderesse, Chloé Cooper. Un soupir collectif de soulagement emplit la pièce. Chloé pleura des larmes de joie, embrassant Thomas, le remercia pour son soutien. Albert était furieux. Il hurla et maudit la juge, Chloé et son avocat, mais personne n'écoutait plus le perdant. Et même sa maîtresse s'enfuit à la fin de la session. L'affaire judiciaire était gagnée et Chloé avait obtenu son héritage. Que pouvait-on discuter de plus? Après cela, la vie commença à s'améliorer. Chloé retrouva sa licence médicale, encore une fois avec l'aide de Thomas et de ses relations. Elle l'aida également à enquêter sur l'affaire contre un riche et Cassandra. Ensemble, ils rassemblèrent suffisamment de preuves pour les remettre à la police. Un riche fut arrêté et traduit en justice. Cassandra tenta de fuir à l'étranger avec l'argent restant de son père, mais elle fut appréhendée à l'aéroport. Chloé et Thomas décidèrent de commencer une nouvelle vie. Après avoir visité un orphelinat, ils décidèrent d'adopter Artyom, un garçon de 5 ans, qui se lia immédiatement d'amitié avec ses nouveaux parents, devenant leur fils, leur joie et leur espoir. Ils eurent un mariage modeste, sans extravagance, mais très chaleureux. « Chloé, je t'aime plus que la vie elle-même », dit Thomas en regardant sa fiancée droit dans les yeux. « Tu es mon destin, mon seul véritable amour. »« Je t'aime tellement aussi », répondit Chloé à travers des larmes de bonheur. Les jeunes mariés échangèrent leurs alliances et firent des vœux de fidélité. À cet instant, ils sentirent leur cœur battre à l'unisson. Après le mariage, Chloé, Thomas et le petit Jake partirent en croisière de lune de miel, voyageant à travers le monde pendant environ un mois, profitant de la compagnie de l'autre et de leur vie de famille heureuse.